Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, vous êtes sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope en ce samedi 22 juillet. Soyez les bienvenus. La rétro-info de la semaine. Une semaine chargée en actualité. D'abord qui a été marquée par ce drame. On a une pensée bien évidemment. Aujourd'hui on compte au moins officiellement 35 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. Et puis plusieurs blessés. On va y revenir bien évidemment avec nos invités. En début d'émission, on a une pensée pour leurs familles qui sont aujourd'hui dans la douleur. On va essayer de comprendre aujourd'hui. Il y a aucune réaction. Il y a eu effectivement un hommage, quelques mots au sein de l'APS, relayé par l'APS concernant le président algérien, mais pour l'instant, aucune réaction des institutions. Pas de représentants, pas de police. Pour l'instant, une situation qui reste sans suite. Félicitations, bien évidemment, à tous les bacheliers. Celui dont on parle qui représente vraiment la fierté de toute cette jeunesse qui a eu son bac, c'est Mohad Gasmi, qui est détenu, qui a eu son bac. Félicitations, ils sont très très nombreux. Ceux qui l'ont pas eu cette année, on a une pensée bien sûr pour vous. On vous souhaite encore une belle année de travail et puis on vous souhaite une belle réussite. Et puis l'actualité qui a été marquée en cette semaine entre lundi et vendredi, c'est la nouvelle visite diplomatique d'Abdelmajid Tebboune en Chine, le Qatar, la Russie, la Chine. Il rentre de Turquie. On va essayer de comprendre avec nos invités tout simplement à quoi riment toutes ces visites diplomatiques. Est-ce qu'il y a réellement des enjeux économiques quand on sait par exemple que la Chine aujourd'hui c'est 17% notamment de part de marché pour 2023. On est à 8 milliards de dollars donc d'exportation chinoise vers l'Algérie. On sait que la Chine est très présente, notamment dans la construction, notamment certaines infrastructures. Parfois, ça fait polémique et un mécontentement des Algériens, notamment dont la manière s'est faite, mais il y a déjà énormément de partenariats. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut apporter de plus. Toutes ces visites ont eu lieu et clairement avant la France. Est-ce que la France est totalement zappée ou est-ce que notamment Abdelmajid Tebboune souhaite se rendre à la rentrée en France en disant voilà, moi j'ai des atouts avec la Russie, avec la Chine et bien évidemment notamment entre autres avec la Turquie et le Qatar. Est-ce que ce sont réellement des atouts? Allez, sans plus tarder nos invités avec nous donc Abdou Samar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Bonsoir cher confrère. Abdou Samar, je ne sais pas si on vous entend, j'ai pas de retour. Voilà, donc on va essayer de vous rappeler. Est avec nous donc le plaisir aussi de l'avoir. Youssef Amar Khoja, militant politique, fidèle à l'émission. Bonsoir et merci cher Youssef d'être présent. Bonsoir Sharan Zeflon, bonsoir à toute l'équipe El Marhalibiya, à nos concitoyens, notamment ceux de l'intérieur, et à vos invités. Merci infiniment pour votre présence. Il était là aussi, notamment en début d'émission. On va revenir avec lui sur une des actualités. Les spécialistes des questions internationales. Il est avec nous, analyste politique. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à toutes et tous les invités évidemment. Merci infiniment. Alors je ne sais pas si on a réussi à joindre Abdou Samar. On aurait aimé commencer peut-être avec lui. Est-ce nous avons à nouveau Abdou Samar avec nous peut-être? Abdou Samar, bonsoir, journaliste, directeur d'Algérie Part. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie, Abdou Samar, d'être avec nous via téléphone. On va revenir avec vous. Il était important ce soir d'ouvrir cette émission. On va prendre quelques minutes et certainement au sein de la rédaction, on y reviendra puisque personne en parle. Je vais vous citer. Donc, vous parlez d'une grave bavure policière en Algérie. Un jeune homme donc de 25 ans est mort après avoir apparemment été torturé. En tout cas, on écoutera la vidéo tout à l'heure. Il est clair, paix à son âme, on a une pensée pour sa famille, Aïtman Djebari et son frère aussi, qui est heureusement toujours des nôtres. On lui a aussi refusé, si je me trompe pas, notamment, la police a entravé l'accès à l'hôpital et menacé les médecins. Expliquez-nous, donc apparemment, une fouille supplémentaire, ce que la police, notamment
notamment, je crois, la BRI devait trouver, c'est notamment des stupéfiants, de la drogue. Ils n'ont rien trouvé, donc ils se sont pris à ce jeune homme qui derrière donc a malheureusement succombé à ses blessures. Quelques éléments sur les faits. Alors bien évidemment, sans citer vos sources, ça va de soi. Oui, enfin jusqu'à maintenant, ce que nous savons, mon cher confrère, c'est que ça s'est passé à Tbessa, à l'extrême est du pays, une ville connue pour être à la frontière tunisienne. C'est Haytham Djebari et son frère étaient dans leur maison lorsque une perquisition est opérée chez eux au niveau de leur domicile par les éléments de la BLI qui est la brigade de recherche et d'intervention qui relève de la police judiciaire, de la sûreté urbaine de la wilaya de Tbessa et de la sûreté de wilaya de Tbessa. Ils ont cherché donc des produits prohibés de la drogue. Il n'y avait rien, les deux frères étaient innocents. La perquisition s'est achevée de façon infructueuse, on va dire. Voilà, il n'y avait rien de dangereux ou de prohibé qui n'a été retrouvé dans leur domicile. Les policiers se sont énervés. Ils étaient très énervés. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils étaient très énervés. C'est très étrange leur comportement. Ils ont commencé à casser le mobilier de la famille. Les deux frères ont réagi, ont riposté. Ils ont protesté contre le comportement des policiers. Il y a eu des échanges d'insultes. Le ton est monté crescendo et les policiers ont commencé à les tabasser. À les tabasser très violemment, notamment deux responsables de la BRI, de Bessa. Ils les ont tabassés très violemment. Les deux frères ont eu des graves séquelles. Dans l'un, Haytham Djebari, il a eu une colonne vertébrale qui a été brisée. Il a eu des blessures au niveau du cou, au niveau du dos. Et là, il devait être transféré à l'hôpital. Il ne voulait pas le transférer au départ à l'hôpital. Ensuite, il y a eu une mésentente, d'après mes sources, entre les policiers. Donc, ils étaient obligés de le transférer plus tard. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Une fois à l'hôpital, sa famille n'a pas pu accéder à lui rapidement. Quand elle a eu accès, elle l'a trouvé dans un état lamentable. Pendant 3 jours, il était dans un état très grave jusqu'à ce qu'il décède des suites de ses blessures ce 20 juillet 2023. Aucun journal en Algérie n'a pu en parler pour des raisons que vous pouvez deviner, la censure, l'autocensure, la répression. Les services de sécurité ont étouffé ce scandale, vraiment ce scandale. Les jeunes de Tbessa, les voisins et les habitants qui connaissent la victime, qui ont voulu protester pacifiquement pour réclamer justice, pour que les policiers auteurs de ce crime, parce que c'est plus qu'une bavure, c'est un assassinat. C'est pas une bavure. Une bavure lorsque un policier tire sans faire exprès. Là, c'est un assassinat. Là, les policiers l'ont tabassé à mort. Il a été torturé. D'ailleurs, dans la vidéo, le témoignage qui a été diffusé sur les réseaux sociaux de Haytham 2 ou 3 jours avant. On va l'écouter justement. Il a lancé un appel à Majid Tebboune. Il a expliqué clairement ce qu'il avait subi. Je reviens à vous dans un instant. Je propose qu'on l'écoute, paix à son âme, et on se retrouve juste derrière. ضربت الشرطة تاع تونس البياري كسروا الفقرة تاع رقبتي وتاع ركبتي تاع كرامتي وتاع عمود الشقة نتاعي وضربوني بالطاجور قلت لي بالضرب كي شافوني في حالة لا يرثى لها قال لي محكمة عندك الزطلة وانا ما حكم عندي حد شيء نهار قاعد ظالم دركة في سيادة رئيس الجمهورية يتدخل هو اللي حكم الدولة تاعو ضربتني وانا خليتني عندي كفي درك من مشهد رئيس الجمهورية يجي يبعث السلطات يدير لي راهم ظلموني كي ما كي اختي راهم ظلموني ظلم لا يرام طلعوني في الهدرة ضربوني خلوني للطايش حتى لوبيراسيون ما خلونيش ندير غير بعد 5 أيام درك راش نطلب من السلطات انها تجيني السلطات تاع الجيش راهم الدولة تاع تبسة يقتلوني ما خلوا فيا حتى حاجة نسحق نكتب رئيس الجمهورية نسحق رئيس الجمهورية يعطيني حق أو واحد ما يقدر لهم الشرطة هذا غير رئيس الجمهورية اللي ضربني رضا سوار واحد آخر محمد كروش ورضا سوار هذا اللي ضربوني واحد آخر ما نعرفش اسمه هم كي ضربوني قالوا لي عندك كيف عندك الدنيا كي وصلوني للحالة هذه. Abdou Somad, je reviens à vous. Effectivement, l'affaire quelque part, elle a été. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été totalement étouffée? D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est la question qu'on se pose ce soir. On n'a aucune réaction d'aucune institution. Il n'y a aucun parti politique qui se lève au créneau. On n'a aucune institution policière justement ou un procureur aujourd'hui qui fait une conférence de presse. Comment vous
expliquez ça quand on sait que, alors les scénarios sont différents bien évidemment, mais quand on sait que dans certains pays, comme dernièrement en France, il y a une vidéo qui est diffusée avec cette balle que reçoit le jeune Naël, ça fait effectivement une esclandre des partis politiques, le procureur, le président de la République aussi qui s'exprime publiquement à chaud en disant inexcusable, injustifiable, ou encore aux États-Unis. Comment on explique aujourd'hui qu'en Algérie, on n'entend personne et que cette affaire, elle est aujourd'hui étouffée? La seule explication, mon cher confrère, c'est la dictature. Elle n'est pas étouffée, aucun média n'en parle. Comment voulez-vous qu'une institution en parle, ou qu'un député en parle, ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas un seul média. Les médias ont été instruits, ont été interdits d'en parler. S'il y a un journaliste en Algérie qui parle de ce drame, de cette tuerie, il risque d'aller en prison directement. Donc il y a une volonté manifeste d'empêcher l'opinion publique nationale de connaître la vérité autour de ce drame. Mais à la fois effectivement, on connaît, c'est pour ça qu'El Maralebia est toujours, enfin on essaye, on tente vraiment d'être toujours un peu à donner la parole, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et on vous remercie de vos messages et de votre fidélité. Mais à l'inverse, on pourrait avoir un procureur, un responsable de la police nationale qui justement contredit ces faits, puisque là vous nous expliquez avec vos sources. Pour qu'un procureur puisse parler, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de la bavure. Il faudrait qu'il y ait une enquête interne au sein de la DGSN. Il faudrait que le fait soit reconnu autant que lui-même. Or, cette information n'est même pas reconnue. Elle est censurée. Elle est interdite de publication, de diffusion. Donc, il n'y a pas d'enquête. Encore, il y a une information que nous n'avons pas pu confirmer, c'est que le frère de la victime est toujours entre les mains du service de sécurité. Il serait même en détention pour l'empêcher de témoigner, parce qu'il était lui le témoin oculaire de ces violences policières excessives et injustifiées qui ont été infligées à son frère Haitham Djibbari. Donc un procureur ne peut pas se saisir de cette affaire. L'affaire n'existe pas. Pour le moment, l'affaire elle n'existe pas. Il n'y a que vous qui en parlez. L'affaire n'existe pas. Vous en parlez. Nous, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que excusez-moi, je vous donne la parole, mais justement, effectivement, les partis politiques n'en parlent pas, encore moins la présidence, les ministres ou la police, mais effectivement aussi le peuple on essaie juste de comprendre, bien évidemment, c'est qu'il y a une crainte, on essaye de se protéger parce qu'on sait aussi que dans certains États, lorsqu'il y a une situation comme celle-là où la police est remise en question sur donc la disparition et la mort d'une femme ou d'un homme, derrière, ça va, ce sont des sorties, parfois des graves émeutes. Effectivement, aussi, le peuple aussi, c'est quoi? Il a peur pour ne pas réagir, pour être un peu discret? Comme je vous ai dit au départ, il y a une tentative d'organiser des rassemblements pacifiques qui sont empêchés. Tous les réseaux sociaux sont surveillés. Celui et celui qui veut appeler à une marche, la personne est rapidement identifiée, arrêtée et interpellée. Il y a eu sur les militants de Tbessa, certains habitants de Tbessa ont diffusé des images où des jeunes ont essayé de protester dans la rue en criant Silmia, Silmia. On n'est pas en France. En Algérie, les jeunes sont éduqués, sont civilisés, ils veulent pas casser, ils veulent juste réclamer justice. Donc il y a une dictature qui empêche les gens de s'exprimer. Les autorités algériennes ne veulent pas que ce drame soit médiatisé, soit porté sur la scène publique. On veut le faire passer aussi sous silence. Et vous allez voir, dans quelques jours, il y aura une opération de propagande pour dire que non, les policiers n'ont pas tabassé, ça doit être un délinquant. Voilà, il a été neutralisé. On va dire que c'était juste un accident. On va absolument déresponsabiliser ou disculper les policiers parce qu'on a un régime qui est autoritaire, mais il n'y a pas de liberté de la presse. Il n'y a pas une justice indépendante. Mais moi, ce que je note et ce que je dénonce, c'est le rôle des Algériens de France. Quand je vois les Algériens de France sortir avec leur drapeau pour la mort de Naël, alors que Haitham Djibbari, lui, parce qu'il n'est pas français, il n'a pas de passeport français, parce que c'est juste un enfant de Tbessa. Donc ça, apparemment, sa vie vaut rien. Il faut avoir un passeport français pour avoir une vie qui vaut quelque chose. Il n'y en a pas un collectif qui a dénoncé, qui a déploré, qui est parti organiser un rassemblement devant le consulat ou devant l'ambassade, ou qui a médiatisé ou qui a relayé cette information. Donc là, nous avons une indignation à deux vitesses. Nous avons des Algériennes et des Algériens, dont des influenceurs sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook, qui se sont emparés du drame de Naël pour manifester leur solidarité avec les victimes des violences policières en France. Quant aux victimes des violences policières en Algérie, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ça ne suscite pas le buzz et parce que le régime algérien fait peur.
Le régime algérien, si tu le critiques, il t'arrête à Alger, il t'arrête en Algérie. C'est un élément important. Avant c'est pas évident, mais la question se pose. Pourquoi, quand il y a un Algérien, un franco-algérien ou un Algérien ou un Français d'origine algérienne qui est victime des violences policières, tout le monde se mobilise pour lui. Et quand c'est un Algérien tout court, qui n'a pas de papier en France, qui n'a pas de passeport en France, qui n'a pas de lien avec la France, et ben celui-là, il peut mourir. On a l'impression que nos vies ne valent rien. Je suis désolé, la vie de Haytham vaut aussi bien que celle de Naël. Et le silence de ces Oui, Abdou Samar, avant de vous libérer, on connaît effectivement les méthodes. Parfois, on a des militants qui sont arrêtés et qui disparaissent, qui sont même parfois kidnappés, où les familles n'ont pas de nouvelles pendant des fois 2, 3, 4 jours. Ce sont des affaires courantes. Je pense à la vice-présidente du Congrès Amazir, notamment Kamira Naït Saïd, ou encore à Karim Tabou, mais on pourra en citer plein. Ce sont là effectivement, on vous dit clairement que c'est une affaire donc qui a été notamment camouflé. Vous parlez aussi de méthodes, là on parle vraiment de tabassage, d'agression sur la colonne vertébrale, etc. Ce sont des méthodes courantes, notamment pour les téléspectateurs qui ne maîtrisent pas spécialement un peu comment fonctionne le pays. Selon vous, ce sont des méthodes courantes qui arrivent en Algérie, une BRI... Les violences policières en Algérie, c'est un secret de polichinelle. Il y a eu un nombre incalculable de bavures militaires et policières, parce qu'il y a aussi des bavures militaires, notamment dans les régions comme en Kabylie, où beaucoup de barrages, la nuit, etc., des jeunes militaires qui contrôlent pas, qui sont pas bien formés, ils confondent la population avec des éléments de groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de bavures militaires. On n'a jamais eu de chiffres précis, mais on peut parler de plusieurs dizaines de morts durant les 10 dernières années. Ce sont des bavures. Sauf que récemment, il y a eu un effort, effectivement, au niveau de la promotion des droits de l'homme et la formation des policiers algériens. Il y a eu un effort important durant la dernière décennie, mais malheureusement, depuis la crise de politique de 2019 jusqu'à aujourd'hui, les pratiques de violence policière, les arrestations musclées, les cas de torture, de harcèlement sont devenus monnaie courante. Parce que le régime algérien utilise le cas de force majeure, la nécessité de maintenir l'ordre public pour justifier certaines violences très excessives. Très excessif. Malheureusement, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de bavures et de violences policières qui se déroulent à l'intérieur du pays. Là, et malheureusement, il n'y a pas assez de réseaux de citoyens journalistes, où les réseaux sociaux ne sont pas assez développés, où l'utilisation d'Internet n'est pas développée, et on a du mal encore à obtenir l'information. Mais c'est une pratique malheureusement ordinaire, je dis bien, qui a été combattue ces dernières années. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais depuis 2019, il y a une régression importante, et les services de sécurité abusent énormément de leurs prérogatives pour s'en prendre à des citoyens désarmés et pacifiques. C'est ça, dernier mot, vraiment 30 secondes, on passera à nos deux autres invités, je remercie d'être là. Là, effectivement, il y a des moyens, d'ailleurs, je crois qu'on parle, que ça c'est peut-être pas spécialement la première fouille, je crois, mais en tout cas, là, il y a des moyens qui sont mis avec des méthodes selon vraiment ce que vous nous expliquez. Est-ce que quelque part, ce sont les mêmes méthodes qui sont aussi entreprises quand il faut aller essayer d'aller chercher dans les hauteurs des barons, des stupes, en mettant bien sûr ce jeune. Oui. Dans les affaires de drogue, la torture elle est systématique. Moi, je vous donne un témoignage. Moi, j'ai fait la prison de Harrach entre 2000 et 2018, quand, dans le cadre d'une affaire politique, j'étais parmi les premiers détenus bien avant le déclenchement du Hirak. J'étais dans une section à la prison de Harrach où il n'y a que des barons de la drogue ou des leaders de la mafia de la drogue. Quand ils sont arrêtés, dans les affaires de drogue et de terrorisme, les personnes sont systématiquement torturées en Algérie. On te torture, il y a même des faux témoignages qui sont obtenus sur la base de la torture. Ça, c'est dans ces affaires-là, elle est systématique. Je veux dire que quand je dis torture, on vous bat roué de coups, on frappe les gens, on utilise des méthodes les plus musclées pour faire parler les personnes interpellées. Malheureusement, c'est des méthodes. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à lutter contre la criminalité. Au contraire, on voit que la criminalité n'a jamais baissé, et le trafic de drogue n'a jamais baissé, parce que la violence ne génère que de la violence. Et ce n'est pas avec de la violence systématique qu'on va combattre la violence. Mais malheureusement, les services de sécurité en Algérie, ils ont un statut et une forme d'impunité et une forme d'autorité qui a pris des dimensions très alarmantes, malheureusement.
Merci Abdou Samad d'avoir nous avoir un peu expliqué tout ce dont vous avez parlé sur votre média. Voilà, il était important pour El Mara Alebia vraiment de revenir sur cette affaire. Pour l'instant, effectivement, on n'a entendu personne. Est-ce que c'est une affaire qui restera malheureusement sans suite? Parce que ce que veulent encore une fois les Algériens et les Algériennes, c'est qu'on en parle, qu'il y ait de l'information de tous les côtés. C'est vrai que c'est l'omerta totale et le silence complet aujourd'hui sur cette affaire, mais effectivement, il y en a d'autres, malheureusement, depuis des années. Merci Abdou Samad. Allez, sans plus tarder, avec nous, Youssef Amal Khodia, rebonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, si vous voulez réagir, bien sûr, plus sur ce silence, encore une fois, où il n'y a pas d'enquête, on n'entend personne. On parle ici quand même d'un assassinat, d'une bavure pour certains. Vous comprenez, je vous pose quand même la question, mais d'un point de vue général, comment vous expliquez effectivement qu'on n'entende personne, pas de procureur, pas de médias aussi, aucun parti politique qui se dit mais c'est pas normal dans ce pays, en mettant bien sûr les personnes présumées, toujours présumées coupables, hein, bien évidemment. Ça, c'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas le fait que la liberté d'expression est complètement mise sous couvercle en Algérie. Je vous rappelle l'affaire de Walid Nqish, c'est à partir du moment où elle a été face au juge qu'il a pu exprimer la torture qu'il avait subie plus d'un an auparavant quand il a été arrêté, un an avant son audition. Avec l'abus, bien sûr, qu'on connaît bien de la détention provisoire qui accable pas simplement les militants du Hirak, mais pratiquement tous les citoyens israéliens. Mais aussi, ce qui est vraiment paradoxal, c'est de voir que ce régime, quand il a vu ce qui s'est passé, l'assassinat du jeune Nahel Marzouk, Allah yarhamou, bien sûr, il a profité de cette très bonne remarque, oui. Voilà. Donc, quand un jeune Français est assassiné par la police française, là, le régime algérien intervient en force, officiellement, dans les télévisions, ces télévisions et dans les journaux. Mais quand un citoyen algérien est décédé dans des conditions plus que douteuses, on ferme l'affaire et en même temps, on interdit toute expression, pas seulement de la famille, mais même des manifestants qui souhaitaient s'exprimer d'une façon très pacifique à Tbessa. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que je présente d'abord mes condoléances à la famille Djebari et puis aux 35 victimes de l'accident de Tamrast, Allah yarhamhum. Nos concitoyens subissent bien sûr pas seulement la dictature de la junte militaire au pouvoir en Algérie, mais aussi les incompétences de ces différents services. Je reviens à vous, Youssef Amal Khodia, dans un instant. Gamal Abina, analyste politique, questions internationales, ça vous connaît. Vous êtes le fondateur, si je ne me trompe pas, aidez-moi, pour le mouvement droit civique. Des droits civiques. Pourquoi dans ce pays, qu'est l'Algérie tout de même, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de pouvoir autoritaire, de dictature où on n'entend personne sur une affaire comme celle-là, aucun média s'exprime, ni presse papier, ni télé, encore moins un président qui pourrait déplorer cette situation et qu'il invite la justice à faire vraiment toute la clarté. On n'entend vraiment rien alors que c'est un président qui on l'écoutera j'espère tout à l'heure, mais on vous donnera plus la parole, mais voilà, qui est pour les droits. Il s'est exprimé en Chine, il nous parle d'une nouvelle Algérie, d'une jeunesse. On est de plus en plus dans un pays, dans une dictature en Algérie. Je dirais pas dictature, je dirais que c'est très autocrate. Il y a une direction qui est dure, effectivement. Par contre, j'ai entendu des choses délirantes de la part de Semar. J'ai déjà eu sur un plateau avec moi, mais les excès ne sont pas acceptables. Quand il a dit, par exemple, les Algériens d'Algérie, on va commencer par les Algériens d'Algérie sont beaucoup plus civilisés que les Français, c'est intolérable. Parce qu'en France, il y a deux aspects différents, et ça, il ne sait pas faire la distinction, malheureusement. Les Algériens de France sont Algériens, ce n'est pas les fils de sauvages. Enfin, il n'est plus là malheureusement, mais ce qu'il disait effectivement, on pourra échanger avec lui peut-être sur ce sujet quand vous serez, j'aurai le plaisir de vous avoir tous les deux, mais ce qu'il disait effectivement, c'est que là, sur une affaire comme celle-ci, il n'y a aucune réaction. Je suis obligé de mettre les termes du débat, parce qu'il y a tout confondu et c'est pas bon de confondre, on ne peut pas tout confondre.
Les Algériens de France, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on subit quand même des violences policières pour lesquelles l'Algérie se fichait complètement de ces histoires. Ça n'intéressait personne jusqu'en 70. Il y a eu une petite réaction, sinon ça n'intéressait pas. On était abandonnés, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, les violences qu'il y a eu en France, c'est un cumul de racisme et une certaine police. Donc là, on parle d'une configuration qui est très simple. Vous êtes arabe, vous êtes algérien, on vous tire dessus. Le jeune qui est assassiné a été filmé. C'est ça qui a provoqué l'émotion massive. S'il n'avait pas été filmé, comme 15 jours auparavant, un jeune Guinéen, personne n'aurait réagi, parce que l'émotion, elle passe par l'image. Et malheureusement, en Algérie, ce jeune qui a été tué, alors on ne connaît pas les circonstances, et je ne vais même pas me prononcer, parce que bon, apparemment... Enfin, il s'est tout de même exprimé, juste avant d'avancer, parce que je voudrais vraiment vous entendre sur l'espace diplomatique, mais sur l'Algérie aujourd'hui, sur l'Algérie, je voudrais vraiment avoir votre... J'arrive au fait, souvent. Donc en France, le racisme a provoqué de la violence qui est normale, puisque ça fait très longtemps que ça dure, et l'État a été en panique, a tout réagi parce qu'il savait que ça pouvait revenir comme 2005. En Algérie, c'est une autre configuration. C'est pas le racisme qui a poussé les policiers à agir violemment, c'est un autoritarisme excessif et intolérable, et si ces policiers ont agi mal, dans le cas, évidemment, je ne vais pas remettre en question la victime, eh bien, ils doivent être poursuivis. Ça, c'est obligatoire, ce qu'on appelle un état de droit. Mais ce qui fait que l'Algérie réagit comme ça et essaie de mettre sous le boisseau cette histoire, simplement, c'est qu'il y a eu des révolutions arabes, qu'il y a eu des printemps arabes, qu'il y a eu des mouvements de violence par rapport à la police, parce qu'en tous les pays arabes, on a connu ça, et que les Algériens ont très peur de cela, surtout qu'on a eu un hirak important qui s'est bien passé parce que les Algériens ont compris qu'il ne fallait pas tomber dans le piège du 5 octobre 88 avec 500 morts dans la rue. Donc aujourd'hui, l'Algérie a appris de son passé, le peuple a appris. Donc c'est vrai que les autorités on en parle juste derrière, mais à la veille de cette élection de 2024 qui normalement, a priori, on sait pas beaucoup de choses, mais Abdelmadjid Tebboune devrait se relancer pour un nouvel mandat. Il nous parle d'une jeunesse, il nous parle d'une nouvelle Algérie. Est-ce que c'est pas là justement le moment où à un moment donné, faudrait faire un communiqué au sein de l'APS en s'exprimant, en déplorant effectivement la disparition de ce jeune, aussi en appelant à ce que la police des polices, parce qu'il en existe aussi en Algérie, qu'elle fasse son travail. Aujourd'hui, effectivement, on va revenir sur ses visites, mais on va dire, il se contrefiche un peu de tout ça. Le problème, je dis, ils ont peur, et en même temps, c'est vrai que si les policiers ont commis un crime, et si c'est un crime, c'est indiscutable, il ne faut pas discuter. Il faut absolument qu'ils soient déférés devant la justice, qu'il y ait une enquête diligentée, et qu'effectivement, l'État soit solidaire de la famille. C'est le peuple algérien, le Chab. C'est pas rien. Donc, on ne peut pas accepter, effectivement, qu'on mette de côté cette situation qui semble réellement être une bavure policière. Elle n'est pas motivée par des questions racistes, évidemment, mais c'est une bavure de trop. On ne peut pas copier le modèle français en matière de répression policière. C'est pas acceptable. Donc là, je vous rejoins. Si effectivement il est proche de la jeunesse et qu'il se réclame de la jeunesse, c'est d'un jeune qui a été tué. Il doit y avoir une enquête. Il faut être objectif. Si les policiers sont mal comportés, ils doivent être poursuivis. C'est pas merci. Je reviens à vous, Gamal Abina. Youssef Amar Khodia, on rentre dans la diplomatie avec cette transition. J'en parlais avec mes collègues tout à l'heure au sein de la rédaction. Est-ce que là, Abdelmadjid Tebboune, au moment où il doit se rendre en Chine, il y a ce drame, 35 victimes aujourd'hui, des blessés qui ont été calcinés. Est-ce que c'était pas le moment justement de dire à Xi Jinping, je ne viens pas, je descends effectivement à Tamanrasset, et c'était peut-être là aussi pour lui d'abord de montrer un exemple, un message. Est-ce qu'il n'a pas raté quelque chose, notamment pour se redorer le blason, gagner de la légitimité notamment? Mais si on prenait cette logique, il partirait nulle part, parce qu'il y a déjà chaque semaine des jeunes Algériens, voire des femmes et des enfants qui se noient en Méditerranée. Donc il faudrait aussi se mettre à la place des objectifs du clan Chengueliha Tebboune, maintenant surtout de Chengueliha, c'est d'aller voir des grandes puissances pour chercher une validation pour le second mandat de Tebboune de 2024. Donc c'est la priorité du moment, c'est la réélection de Tebboune en 2024. Alors vous gardez la parole, question directe maintenant. Toutes ces visites, on connaît, je vais vous laisser, vous connaissez mieux le dossier certainement que moi. La Chine et l'Algérie, c'est depuis des années. Il y a pas loin de 17% de part de marché. Pour 2023, c'est pas loin de 8 milliards de dollars sur la Chine. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau? Je vous pose cette question à tous les deux. Je vais vous garder, Youssef Amar Khodia. Vous reprenez la parole s'il vous plaît. Donc c'est quoi? C'est vraiment d'essayer de préparer 2024, ou est-ce qu'il y a vraiment tout à gagner avec la Chine, le Qatar, la Russie et la Turquie?
Ça dépend de quel point de vue. Donc, du côté chinois, c'est tout à fait donc, dans une logique à long terme, ce qu'on appelle les routes de la soie. Et comme l'Algérie est un pays extrêmement stratégique, situé, c'est une porte à la fois vers l'Europe et surtout vers l'Afrique. Donc, l'expansion économique de la géoéconomique, je dirais, de la Chine en dépend fortement. Mais en même temps, toujours du point de vue chinois, il y a quand même, vous pouvez vérifier ça, il y a un ralentissement de la croissance économique depuis les années, donc ces 10 dernières années. On avait vu une immense chute de la croissance chinoise qui était autour de 17-18% en 2002, si vous vous rappelez bien, et maintenant, elle tourne, d'ailleurs, les objectifs de cette année, c'est le 5% de croissance. Il y a donc un aspect extérieur qui est tout à fait compréhensible d'une façon sur le plan géostratégique vis-à-vis de la lutte géopolitique en face avec les États-Unis d'Amérique. Et sachant que la Chine, elle vend beaucoup, donc le client principal de la Chine, c'est bien l'Europe et puis les États-Unis, mais il y a aussi une forte croissance au niveau de ses parts en Afrique. Donc il est tout à fait logique et bien sûr, c'est dans l'intérêt de la République de Chine de s'assurer des accès comme, par exemple, le territoire algérien qui a une situation, comme je disais, avec les ports sur la Méditerranée, et puis la profondeur en même temps en Afrique, et puis les accès sur des pays qui sont déjà très favorables à la Chine, au Sahel et dans d'autres parts d'Afrique, même dans les pays arabes. Par contre, si je reviens sur le côté du point de vue algérien, je disais au début, c'est que le clan de Shengriha cherche absolument à appuyer la candidature de son poulain Tebboune pour les présidentielles de 2024, sachant qu'il y a un conflit et une lutte acharnée entre les deux clans qui sont au pouvoir en Algérie. Et c'est aussi une approche par étapes, parce qu'on avait vu les tentatives de visite de M. Tebboune à Paris qui ont été sabordées à plusieurs reprises. Et donc, Shengriha est toujours dans la tentative d'aller convaincre et de mettre de la pression, tout en allant par approche, c'est-à-dire il a essayé le Portugal, et ils sont allés aussi chercher l'appui de Poutine, et maintenant ils sont bien sûr sur la même approche, c'est d'avoir l'appui de la Chine, et comme ça, à terme, de forcer Macron à accepter une visite de Tebboune à Paris. Mmh. Gamal Abina, j'aimerais quand même voir aussi votre réaction. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune n'aurait pas pu prendre une autre trajectoire, une autre décision? Est-ce qu'on peut parler encore de mépris? Il y a eu dernièrement aussi des disparitions, notamment chez les jeunes qui venaient de Hatouassif, jeunes qui ont pris le large. Il y a comme ça à chaque fois des drames où parfois on parle de mépris. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, le président algérien, prendre une autre trajectoire en annulant sa visite en Chine pour son peuple? On a vu dernièrement des cas précis en Europe et notamment en France où, par exemple, Emmanuel Macron a annulé sa visite, j'ai un trou de mémoire, je sais plus, en Belgique je crois, parce qu'il y avait des émeutes et il fallait régler ça. La différence, c'est qu'en France, il y a des émeutes, la France brûle et le monde entier la regarde. Donc, il y a quand même une petite différence. Je rejoins totalement Youssef Ammar par rapport à ce qu'il a dit. Il a parfaitement raison. Un chef de l'État n'a pas à s'arrêter parce qu'il y a un drame en Algérie. Ça n'a pas de sens. C'est le Premier ministre qui doit faire ce travail-là. Le chef de l'État, c'est le VRP du pays. Il est là pour vendre l'Algérie, entre guillemets, et les qualités, pour attirer les idées, les investissements directs étrangers. Et il le fait avec brio. Il faut lui reconnaître ses qualités. Il a plein de défauts, certainement, mais la qualité, c'est qu'il va en Chine. Il y a le pays le plus important de la planète aujourd'hui. Il va en Turquie, partenaire traditionnel de l'Algérie aussi.
Il va en Russie pour garantir une certaine stabilité par rapport à ses relations à l'Est et par rapport alors à sa demande. c'est vrai qu'il le fait. C'est vrai qu'il a. On voit ici la fraternité, l'amitié, l'engouement, et c'est vrai que c'est dans les gènes, hein, voilà, des pays d'Afrique, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. J'apprends rien à personne. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter toutes ces visites? Est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il y en a eu tellement des visites depuis maintenant plusieurs années, même du temps de Bouteflika? Est-ce que réellement c'est quoi Gamal Abina? C'est économique et il y a une réelle stratégie de développement dans les futures années pour le peuple, ou est-ce qu'on est dans cette diplomatie, on est encore dans une stratégie de pouvoir personnel et les Algériens ne verront rien dans les mois à venir? Je ne crois pas qu'on soit dans la stratégie de pouvoir personnel parce que le Hirak est passé par là. Ça fait peur. 20 millions d'Algériens dans la rue, ça fait réfléchir. Aujourd'hui, ils ont besoin d'acheter la paix sociale, c'est vrai, mais plus en distribuant de l'argent comme c'était fait avant avec les différents dispositifs. Ils ont besoin de garantir qu'il y a un développement pérenne dans le pays. Et pour y arriver, on n'y arrive pas automatiquement tout seul. Il faut passer par les partenaires étrangers les plus solides. La Chine, la Turquie le prouve, elle investit énormément en Algérie. La Chine, c'est 36 milliards de dollars qui ont été proposés. Donc, est-ce que ça sera transformé? On l'espère. Mais 36 milliards de dollars, ça correspond à 20 ans d'IDE. Donc, c'est un record absolu. La Chine, le partenaire chinois, c'est 10 milliards de dollars d'échange en 2001. C'est passé à 200 milliards. Et votre invité, Youssef l'a dit très bien. Les Chinois avaient une croissance à 2 chiffres, hein, qui était extraordinaire du siècle. Et aujourd'hui, elle a eu difficilement, en 2021, elle a fait 8,5%, c'est du rattrapage. Et puis là, elle est à 3,5%. Donc les Chinois ont besoin de points de croissance, ont compris qu'avec ces nouvelles routes de la soie, ils pourraient trouver des points de croissance. Les Algériens ont compris que les Chinois avaient besoin de cela aussi. Ils ont parfaitement compris qu'il y avait un ralentissement de l'économie chinoise et que c'était dangereux pour la Chine. Et comme ils veulent rentrer dans les BRICS, eh bien, les Chinois ont confirmé qu'ils acceptaient. C'est un donnant-donnant qui est parfaitement gagnant pour l'Algérie. La Turquie veut aussi rentrer dans les BRICS et augmenter ses relations avec l'Algérie. On le voit avec la Russie. Enfin, c'est pas n'importe quoi. On est dans du caractère politique, économique, géostratégique, et l'Algérie, ça a été dit tout à l'heure aussi par votre invité, et c'est central, c'est le pilier d'Afrique du Nord. Tout passe par le centre de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, les routes, les chemins de fer, l'autoroute Est-Ouest, les ports qui sont de plus en plus performants, on le sait aujourd'hui. Donc c'est vrai que ces investissements massifs, s'ils arrivent, hein, je ne dis pas que ça arrive, hein. J'espère que ce sera le cas, que ce ne seront pas les mêmes paroles. 19 grands projets, si ça arrive en Algérie, ça va littéralement transformer la société algérienne et sans doute peut-être améliorer les conditions de vie. Mais comment, selon vous, et d'ailleurs je pose la même question pour Youssef Amal Khodja, comment, selon vous, on peut effectivement donner envie, amener la Chine, la Russie privée, la Russie aussi publique, pour reprendre les termes d'Abdelmajid Tebboune, à investir au sein du pays, quand à l'intérieur tout de même, on a une économie qui a du mal à se développer en termes de start-up, en termes de système de financement, de système de paiement. Aujourd'hui, on sait que la carte bancaire, par exemple, c'est un exemple tout simple, mais elle est tellement présente aujourd'hui dans les grands pays qui sont vraiment développés économiquement. Comment on peut avoir l'équilibre des deux, c'est-à-dire amener l'investissement d'étrangers, mais à l'intérieur de son pays, on a quand même beaucoup de mal à mettre en place tout ce système économique, ces moyens. Comment vous expliquez ça? Et puis cette légitimité aussi, puisque voilà, Abdelmajid Tebboune a quand même un degré d'illégitimité présente. Alors, je voulais répondre ça. Alors, vous avez raison sur un point. Le système bancaire est calamiteux. Il faut une réforme en profondeur. Il faut bancariser les Algériens. C'est le plus grave, ça, parce qu'on n'est pas du tout intégré à l'économie internationale pour ces raisons-là. Ensuite, il y a une question qui ne tient pas la route dans la mesure où c'est pas valable pour la Chine, la question de l'autocratie. C'est-à-dire que M. Tebboune soit illégitime, c'est pas moins illégitime que le serait Xi Jinping, qui est élu par le Parti communiste. Donc j'ai envie de dire que c'est pas à ce niveau politique si tu as une relation. Je ne fais pas de comparaison, mais c'est surtout comment on peut, parce que là on pense on analyse l'Algérie ce soir. Comment est-ce qu'un président comme Abdelmajid Tebboune et tous ses ministres peuvent amener de l'investissement, et qui donc l'investissement, donc c'est pour les Algériens et leur quotidien, alors qu'à l'intérieur on se connaît, enfin je vous laisse la parole, mais il y a un gros souci de développement économique au sein des entreprises, des start-up, des services publics, qui font qu'aujourd'hui, par exemple en Algérie, faut le savoir, c'est que parfois pour payer sa facture de gaz, on va payer en liquide et on fait une chaîne pas possible. J'entends bien, mais la Startup Nation, j'y crois pas. Vous savez, c'est des sociétés qui se créent, qui durent 3 ans maximum parfois, qui créent très peu d'emplois et qui ne sont pas la solution en Algérie. Ça, c'est un pis-aller, c'est pas vraiment très sérieux. Ce qui fonctionne, c'est des investissements lourds dans les grandes industries pour commencer, dans les industries de transformation et surtout dans le service qui est pas encore très performant, le service financier en Algérie. Là, je vous l'accorde. Ensuite, deuxième chose importante, c'est que l'Algérie, alors on sort toutes les logiques politiques parce que je rentre pas vraiment là-dedans, mais je reste au terrain économique. Les Chinois savent très bien l'intérêt ils ont à aller en Algérie. Pourquoi? Les salaires moyens sont de 250 €, c'est pas cher. L'énergie est abondante, c'est pas cher.
Et on est honnête, et là, je suis d'accord avec vous. Mais pour les Chinois, c'est très bien. En classe, évidemment, moi je le déplore, je préfère que c'est pour ça qu'on se pose la question de l'Algérie. Restez avec nous, Gamal Abina. Youssef Amal Khoja, alors voilà, d'ailleurs, vous pouvez réagir aussi peut-être sur cette fin. Effectivement, là, les pays étrangers peut-être ont tout à gagner aussi. Ils sont dans leur intérêt, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se pose de l'intérêt de l'Algérie. Ces deux poids de mesure, le développement économique aujourd'hui, il pose problème en Algérie, notamment peut-être pour ce qui va aussi balancer dans l'adhésion aux BRICS. Comment on peut donner envie et permettre aux entreprises, aux grandes firmes étrangères d'investir, alors qu'à l'intérieur du pays, c'est très fragile. Enfin, on n'apprend rien à personne, même s'il y a des grosses ressources, un pays qui est toujours dépendant, hélas, des hydrocarbures. Vous venez de le dire, Chabab, c'est que l'Algérie dépend des hydrocarbures à 95%. Malheureusement, il n'y a pas d'autres secteurs structurés de l'économie. Jamal avait parlé du fait qu'il y a un secteur bancaire complètement arriéré et que même déjà pour une économie locale, il y a maintes difficultés, ne serait-ce que pour les échanges à l'intérieur, alors que l'Algérie c'est un grand pays, on aurait pu par exemple encourager le commerce à l'intérieur entre les grandes régions et les wilayas. Ce qui est aussi dommage, c'est que, comme je vous ai dit au début, le régime n'a pas cette optique économique dont Jamal et d'autres pourraient parler en détail. C'est que pour eux, c'est un échéancier purement politique. Et vous avez cité les BRICS, donc tout ça rentre dans un processus de recherche de légitimation à l'international d'une sorte de respectabilité que malheureusement beaucoup de régimes, beaucoup de gouvernements algériens sont devenus carrément addicts à ce genre de recherche de légitimité à l'international parce que ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas légitimes vis-à-vis des Algériennes et des Algériens de l'intérieur et même de l'extérieur. Donc là, quand on regarde vraiment l'intérêt économique de l'Algérie, je vous rappelle que la Chine cherche des appuis pour vendre sa production et aussi faire des prêts. Nous savons ce qui s'est passé par exemple au Sri Lanka et dans d'autres pays. Ce sont souvent des prêts très très lourds et qui peuvent arriver jusqu'au point de laisser une part de la souveraineté nationale pour la Chine. Mais aussi le fait que pourquoi le régime algérien n'a pas de vision économique. On est dans ce qu'on appelle le Dutch disease, c'est-à-dire l'addiction à une seule ressource économique, qui fait que tout un système, tout un pan de la société est dans cette addiction généralisée. Et cela crée des dépendances importantes et surtout des fragilités. C'est-à-dire que là, demain, si on se réveille et le baril ou le prix du baril chute de moitié, il y aura une immense crise en Algérie. Donc ça, c'est un immense danger. Mais aussi le fait aussi de grosses erreurs, des erreurs vraiment catastrophiques, le fait de se mettre sur le dos, de couper par exemple tout un marché qui était avec l'Espagne, au lieu de réfléchir d'abord économiquement sur l'intérêt de la nation, surtout à long terme, parce que l'Espagne était un gros client en hydrocarbures algériens, et le fait aussi d'avoir interdit à beaucoup d'acteurs économiques algériens, moyens et petits, voire même grands, de commercer avec l'Espagne, a créé des chutes un grand nombre une augmentation du chômage, un grand nombre d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc nous connaissons tous, certains d'entre nous connaissent et ont aussi des gens dans leur famille qui travaillaient avant avec des produits par exemple espagnols qui sont beaucoup moins chers par exemple que les produits français, et maintenant beaucoup d'entreprises sont en faillite en Algérie et qui ont dû mettre au chômage des milliers et des milliers de salariés qui vivaient de cette activité.
Youssef Amal Khodja, une minute et après on terminera sur les 2 dernières minutes avec Gamal Abina. Le président algérien aujourd'hui, avec toutes ses visites, il est vu en Turquie, qui n'est pas positionné géographiquement au même endroit que la Chine et encore moins que la Russie, peut-être Paris bientôt. Il est vu, ça va mieux pour lui, sa légitimité. Est-ce que réellement il est relayé ou est-ce que vraiment les Algériens, tout ça pour eux c'est du cinéma? Excusez-moi un peu pour la question un peu directe. Youssef Amal Khodja, c'est pour vous. Écoutez, c'est que, comme je disais au début, c'est clair, c'est que là, le régime algérien et surtout le clan de Chendriha cherche une sorte de validation de son poulain Tebboune pour le mandat 2024, mais aussi en même temps, donc on peut voir aussi le fait qu'on sait que l'Inde est contre la rentrée de l'Algérie. L'adhésion de l'Algérie dans les BRICS, le fait d'aller faire copain-copain avec la Chine et de rappeler tout ça, sachant que la Chine est vraiment l'adversaire premier de l'Inde à côté du Pakistan. Donc c'est en quelque sorte un appui, en même temps un appui pour sa candidature aux BRICS, mais aussi un affront vers l'Inde que nous savons est d'ores et déjà contre la candidature de l'Algérie. Merci Youssef Amal Khodja. Gamal Abina, je vous connais, je sais que vous en êtes capable. Une minute, qu'est-ce que va faire le président algérien pour Paris? Il va s'y rendre en avançant tous ses atouts ou est-ce qu'il s'est écarté de la France? Non, je ne pense pas qu'il s'écarte de la France. Non, il n'a pas choisi son camp. Il ne s'écarte pas de la France, mais il y a des gens qui ne veulent pas que ce voyage se fasse. Il y a des clans, ça a été dit. Du côté français aussi, n'oublions jamais. Et M. Tebboune joue la carte de l'Est actuellement à plein régime, parce qu'effectivement, tout se passe à l'Est, que la transformation du monde est à l'Est, et que la France devient quasiment un second plateau. Mais il ne va pas s'en écarter parce qu'il a toujours dit et répété que Macron est son meilleur allié en France, et le partenaire avec lequel il peut parler. Donc je pense qu'il va y avoir un geste politique fort avant sa réélection s'il se représente en Algérie, pour montrer qu'il a été capable de faire ce que personne n'a fait auparavant. Donc tout est possible, je ne dis pas que je sais, je ne lis pas dans le bar de café, mais il est probable qu'ils viennent en France. Maintenant, le calendrier va être difficile à déterminer, on verra. Merci Gamal Abina d'avoir été avec nous. Youssef Amal Khodja, merci pour votre fidélité. Abdou Somal, merci aussi pour votre présence. On a encore une fois ce soir une pensée pour les 35 victimes qui ont, dans le cadre de cet accident malheureux, on a une pensée pour leur famille bien évidemment. Et puis voilà, cette vidéo qu'on vous a diffusée du jeune Aithman Beradji qui malheureusement donc a perdu la vie, qui a succombé à ses blessures suite notamment donc après ce que nous a expliqué Abdou Somal après l'intervention de la BRI. Aujourd'hui, on vous le disait, on n'a aucune réaction. Fallait qu'on en parle ce soir. C'est aussi ça, El Maralbia, c'est de parler de tout et d'essayer vraiment d'être transparent et de vous donner les informations pour que rien ne soit étouffé. Merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec El Umq. Je crois que c'est mon confrère Athman Sebag qui est aux commandes. Bonne soirée.